Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Grand Angle, votre rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, Mesdames, Messieurs, pavillon en berne dans cette émission spéciale. En effet, le Congo vient de perdre l'une de ses grandes figures politiques et intellectuelles. Maître Aimé Emmanuel Yoka, décédé à l'âge de 93 ans, membre influent du Parti congolais du travail, un grand homme d'État, une grande conscience républicaine, qui avait le Congo chevillé au corps, vient donc de tirer sa révérence. Un homme épris de justice et de liberté, un homme libre à l'esprit analytique devenu pour les Congolais une référence morale, un homme très influent qui incarnait la soif de connaissance. Oui, en effet, pour beaucoup de Congolais ce soir, c'est que d'émotions et beaucoup de tristesse devant cette disparition. Hélas, la vie humaine est une rosée passagère, dit un proverbe japonais. Dans cette émission, mesdames, messieurs, nous allons tenter de revenir sur le juriste, le ministre, le grand intellectuel et ce grand homme d'État qu'a été Maître Aimé Emmanuel Yoka. Toujours disponible et toujours prêt à servir son pays partout dans le monde. En tout cas, aujourd'hui, une grande voix vient de s'éteindre au Congo. La voix de la sagesse, la voix de l'indignation aussi parfois, la voix de la justice et de la liberté. Maître Aimé Emmanuel Yoka était un homme très noble, un homme de conviction, très élégant, très délicat, qui avait la culture de l'humanisme républicain. Oui, c'était un homme qui avait foi en l'être humain, donc grand humaniste de notre époque. Au travers de ses écrits ou de ses discours, il n'aura jamais cessé de se battre pour défendre ses valeurs et ses convictions. Maître Aimé Emmanuel Yoka reste, pour ses contemporains, un homme de grande culture, un exemple de détermination et de courage politique, à l'inverse de ceux qui s'engagent dans les politiques démagogiques au détriment de la dignité humaine. Il nous a montré que celle fondée sur les droits fondamentaux pourrait, au contraire, donner un sens plus noble à la politique et au final faire bouger les choses ou faire changer positivement les opinions. Mesdames et messieurs, votre fidèle serviteur a eu le privilège et le bonheur de rencontrer quelquefois Maître Aimé Emmanuel Yoka dans le cadre de l'émission Grand Angle, à la faveur des enfants Ikonga, mes amis, que je salue en passant ce soir. Enfin, les combats et les œuvres de Maître Aimé Emmanuel Yoka représenteront pour longtemps autant de valeurs référentielles pour les futures générations. Ce soir, mesdames et messieurs, je vous invite à méditer sur ce proverbe chinois. Le sage regarde la vie et la mort comme le matin et le soir. Ciao, ciao, maestro. Et surtout, merci pour tout. Vous avez vous-même ce matin avec moi sillonné Brazzaville, ses environs, et vous avez pu vous rendre compte des réalisations qui ont été effectuées ici dans ce pays, vous ne parlez que de la capitale, par nos amis chinois. Nous ne pouvons qu'être satisfaits de notre coopération avec la Chine, et nous sommes d'autant plus satisfaits qu'il se dessine encore quelques heureuses perspectives avec la Chine. Je pars moi-même en Chine le 25 de ce mois pour signer, je crois, un contrat de réalisation du barrage d'Engoulou sur Aléfini que nos amis chinois vont réaliser. Nous avons ainsi visité successivement la ferme d'État de Kombé. Ensuite, nous sommes passés au centre émetteur de Kimpomo. Nous avons fait un crochet, si j'ose dire, à l'hôpital de Makelekele. Nous avons été à Kisundi. Nous sommes descendus à Chakonga. Nous sommes remontés au centre médical de Talangaï pour terminer, si vous voulez, ici en beauté avec ce palais de congrès qui est là derrière moi et qui est, à mon avis, la quintessence de ce que la Chine a réalisé jusqu'ici au Congo. Je voudrais à cette occasion donner quand même mes impressions, si vous voulez bien. D'abord, j'ai dit que c'est notre devoir d'apporter, de témoigner notre solidarité aux coopérants de manière générale.
de leur exprimer notre gratitude, mais aussi à l'occasion, nous pouvons leur signifier la sévérité de notre jugement dès lors que nous constatons que les actions de coopération ne sont pas menées comme il se doit. Ceci dit, mes impressions sont de deux ordres. D'abord, il faudrait que nous jugeons les hommes qui viennent ici au Congo nous aider à construire le pays, je l'ai déjà dit. Ensuite, voir ce que ces hommes font sur le terrain. Sur le premier point, j'aimerais vous dire que vous l'avez constaté avec moi tout au long de ces visites, que le Chinois, à mon avis, est à lui tout seul un centre de modestie, un exemple de simplicité et un monument de compétence. Il n'y a qu'à juger les réalisations qu'ils ont effectivement faites dans ce pays. Au plan des choses, si vous voulez, au plan de ce qui se réalise, je voudrais quand même dire que pour coopérer, il faut être deux. C'est donc un contrat. Cela suppose que le Congo a des obligations aussi en matière de coopération vis-à-vis des partenaires. Il est donc, à mon avis, tout à fait indiqué et souhaité et obligatoire que le Congo accomplisse ses devoirs dans le cadre de la coopération. Il s'agit aussi que le Congo puisse donner de la coopération. En fait, de donner, il ne s'agit pas de dire que le Congo doit aujourd'hui être considéré comme un pays qui émet la coopération. Dans la mesure où des projets sont réalisés en concertation avec des pays tiers, il est bon que par rapport au contrat, le Congo s'exécute, donc accomplisse les devoirs que lui imposent les contrats signés avec les partenaires. Or, je dois dire que je n'ai pas manqué d'être attristé par ce que j'ai vu ce matin, à Gombe en particulier, où pour des raisons de bureaucratie asphyxiante, des porcs ne sont pas nourris. Et on nous a dit ce matin que hier, les services ont dû abattre 100 porcelets parce qu'ils ne peuvent pas supporter de voir ces bêtes mourir de faim. Ça, c'est simplement inadmissible. Je voudrais le souligner officiellement. Dans ces conditions, évidemment, il ne serait plus possible de demander à la mise en coopération d'aller négocier des accords, des contrats, si on sait d'avance que la partie congolaise traitera avec très peu d'égards les engagements qu'elle aura pris elle-même dans ses contrats. Je voulais souligner le fait parce que ce n'est pas un cas isolé. On a observé par exemple sur la route du Nord, le 45 km la ferme avec les amis cubains, que les vaches étaient dans un état tel qu'on se demandait si ces bêtes-là étaient entretenues, si elles étaient soignées, si elles étaient nourries. Mais le cas de Gombe est flagrant. Ça se passe ici à Brazzaville. C'est un acte de coopération que nos amis ont réalisé là. Et nous n'avions que l'obligation de nourrir des porcs. Voilà un État, un gouvernement qui ne peut pas nourrir une centaine de porcs. Hier, je le répète, on les a abattus presque par euthanasie parce que personne ne peut supporter que ces petites bêtes-là meurent de faim ici à Brazzaville. Monseigneur Singa, Jean de Firmin, archevêque de Ouandou et président de la conférence épiscopale du Congo. Au nom du colonel Denis Sassou Nguesso, président de la République, et en vertu des pouvoirs qu'il m'a expressément délégués, je vous élève au grade de commandeur du mérite national. Monsieur le ministre, directeur du cabinet du chef de l'État, Excellences, chers collègues évêques, Monsieur le prélat, chers confrères, chères sœurs, chers collaborateurs laïcs. En ce moment, mon âme est animée par un sentiment de reconnaissance. Reconnaissance d'abord à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui a bien voulu m'élever et me nommer au grade de commandeur du mérite congolais, tout comme l'avait fait
En mai 1973, son prédécesseur, le président Marie Ngouabi, en me nommant officier du même ordre. Cette attention à mon humble personne me touche profondément. Monsieur le ministre, veuillez être l'interprète de ma gratitude auprès du chef de l'État. Cette décoration que je reçois aujourd'hui est aussi, à travers ma personne, attribuée à toute l'Église du Congo, dont je suis le président de la conférence épiscopale depuis 8 ans. Cette Église du Congo qui entretient de bons rapports avec l'État. Rapports qui se caractérisent par la compréhension mutuelle allant jusqu'à la collaboration. Mes remerciements vont aussi à vous-même, Monsieur le ministre, directeur du cabinet du chef de l'État, qui avez bien voulu accepter de venir au nom du président de la République me décorer. Je profite de cette occasion pour vous remercier de tous les services que vous m'avez rendus dans le passé comme dans le présent. Excellences, mes seigneurs, chers confrères, prêtres, chères sœurs et chers collaborateurs laïcs ici présents, je vous remercie d'être venus m'accompagner ici au Palais du Peuple afin d'assister à ma décoration. Ceci est le témoignage de la fraternité et de la solidarité qui existe entre nous, les ouvriers apostoliques. De tout cœur, je vous sais gré de votre disponibilité à mon endroit. Je termine en renouvelant ma gratitude au président de la République, chef de l'État, à vous, monsieur le ministre, à vous tous et toutes qui êtes venus m'entourer durant cette cérémonie. Madame la ministre, vous venez d'assister au démarrage officiel des travaux de la route Epena-Imfondo-Dongou. Est-ce qu'on peut dire que cette route est un hommage rendu à la coopération Sud-Sud? Est-ce que vous y croyez, vous, cette coopération Sud-Sud? Oui, non seulement j'y crois, mais j'y adhère. J'y adhère, si vous voulez, comme on adhère à un système de protection dans un environnement hostile. La coopération Sud-Sud apparaît à mes yeux comme une nécessité dans la verticalité des relations économiques internationales de ce jour. Vous avez entendu parler de la réunion des pays les plus riches du monde ou les pays les plus industrialisés du monde. Dans ce contexte, évidemment, la coopération Sud-Sud apparaît comme le syndicat des pays pauvres de la planète. Et si nous relevons du système du prolétariat international, nous avons donc tout à fait intérêt à nous organiser entre les pays du Sud, c'est-à-dire renforcer la coopération horizontale. Ceci dit, je me félicite de ce qu'aujourd'hui le camarade président ait donné le premier coup de pioche de ce grand chantier. Et on croyait rêver lorsqu'on a négocié cette affaire, ce dossier, mais aujourd'hui ce n'est plus un rêve. Et les dispositions sont prises à tout point de vue, sur tous les plans, pour que désormais Epena soit relié au reste du pays par Ifondo, par Dongou et plus tard par Bomassa et Wissou. Ceci dit, je voudrais souligner le fait qu'il y a quelques mois déjà, j'avais déjà parié sur 3 pays du Sud, à savoir la Chine, l'Inde et le Brésil. Aujourd'hui, avec le Brésil, nous avons la démonstration de ce que nous, à la coopération, on entend faire avec les pays du Sud. Je voulais souligner 3 choses qui rapprochent ces pays. Ce sont des pays du Sud, donc des pays du tiers-monde. Ce sont ensuite des pays à technologie intermédiaire, donc adaptés à nos besoins. Ce sont enfin des pays à très forte démographie. La Chine compte, je crois, environ 1 milliard d'habitants, l'Inde 800 millions, le Brésil autour de 120-125 millions. C'est donc non seulement des marchés intérieurs considérables, mais aussi la main-d'œuvre relativement bon marché. Mais il y a aussi, si vous voulez, pour chapeauter tout ceci, un fait politique important et qui m'intéresse en tant que ministre de la Coopération,
c'est que les actions avec ces pays sont débarrassées de toute pensée ou arrière-pensée de domination ou d'exploitation. Et cela est heureux à noter, je le crois, dans le contexte actuel. Vous êtes ministre de la Coopération. Est-ce que cet exemple brésilien qui vient de se concrétiser aujourd'hui vous inspire dans vos actions à venir? Oui, disons, en termes de consolidation, dans l'immédiat, nous avons un projet, c'est la Chine. Je ne voudrais pas vous faire l'offense de vous énumérer les raisons chinoises dans ce pays, mais je dois repartir en Chine dans 10 jours, d'abord parce que nous avons un événement heureux à fêter avec la Chine, à savoir les 20 ans de nos amours, si vous passez l'expression. Il y a ensuite le fait qu'au mois de juillet 1980, c'est bien ça, le candidat président a négocié personnellement un dossier important, celui de la vulgarisation de la culture du riz dans notre pays. Et il m'a chargé en marge des festivités marquant le 20e anniversaire de nos relations avec la Chine, de continuer à examiner avec nos amis chinois ce dossier important pour l'alimentation de nos populations. Voilà, si vous voulez, pour les actions immédiates dans un domaine où il y a déjà une coopération qui s'agit simplement de consolider. Maintenant, en termes de prospective, je puis dire que j'ai dans ma mallette, si vous voulez, quelques projets. Pour l'heure, il y a dans les pays du Sud, Singapour, que je vais visiter très bientôt. Ensuite, d'autres pays qui ne sont pas nécessairement du Sud, par exemple les pays nordiques, et aussi l'Australie. Tout ça, c'est bien loin d'ici, mais je ferai l'effort pour y arriver. Je vous remercie. Camarade président du comité central du Parti congolais du travail, Madame Antoine Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, camarades membres du bureau politique, camarades membres du comité central, du bureau de l'Assemblée nationale populaire, chers collègues membres du gouvernement, permettez que je distingue Monsieur l'ambassadeur de France, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les représentants des organisations internationales, Messieurs les consuls, Monsieur le président directeur général du groupe Elf Aquitaine et Madame Le Floch-Régent, Monsieur le président directeur général de la société Elf Congo et Madame Taralo, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, camarades et amis, refus du mimétisme, absence ou insuffisance de moyens logistiques appropriés ou nécessité temporelle de recourir à notre génie propre en disposant de nos matériaux culturels propres, toujours est-il qu'ici, nous n'avons pas procédé comme sous d'autres cieux, où, par exemple, pour Elf Aquitaine, on a interrogé les sciences et les techniques, en l'occurrence l'ordinateur. En effet, Elf ne veut rien dire. Je veux dire qu'Elf n'a pas de signification particulière. Ceci, bien entendu, n'altère en rien ni la beauté du cycle, ni, bien entendu, la valeur industrielle et commerciale mondialement confirmée de la société. L'ordinateur avait consommé un programme étudié pour trouver un mot de 3 lettres que l'on ferait suivre du mot Aquitaine et qui deviendrait ainsi le nom de la société. Plusieurs mots à 3 lettres sont apparus, puis Elf est sorti. Ce sera Elf. Ce n'est donc pas une formule savante, ni comme on pourrait le penser, l'abréviation de Essence et Lubrifiant de France. Ici, nous avons procédé, j'allais dire, coutumièrement, administrativement, par l'organisation d'un concours non primé, avec appel d'offres restreint à 3 candidats. Le président du comité central était parmi les soumissionnaires. Il y a ainsi des vérités qui parfois portent à sourire, mais qui restent néanmoins des vérités. Le dépouillement a donné le baobab, le mont Chahut, le mont Nabemba. Éveil ou réveil culturel, le mont Nabemba, proposé par le président du comité central, est retenu.
La tour que les Brésiliens ont toujours désignée par tour Elf s'appellera désormais la tour Nabemba. Camarade président, madame, distingués invités, préfaçant un ouvrage sur l'art de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Océanie, Max-Paul Fouché écrit notamment que la civilisation occidentale de notre siècle, fondée sur les progrès et les réussites de la technologie, aura fait justice des termes archaïques et primitifs naguère appliquée à des sociétés distantes de l'Europe par le mode de vie, le temps, l'espace. Et il assure que toute véritable civilisation résulte non d'un outillage perfectionné, mais d'un accord entre l'homme et son milieu, de sorte que cet édifice qui s'élève devant nous aurait pu ne pas constituer une œuvre d'art au sens où l'entendait André Malraux. Or, cet immeuble est à la fois un art et un ensemble d'art. C'est le premier fait qui s'impose à tout visiteur, pressé ou distrait. Mais rassurez-vous, là s'arrête la référence, car je n'ai ni qualité ni compétence pour évoquer des questions aussi délicates. Et j'imagine que chacun ici comprend que ce n'est pas là le propos du jour. J'ai voulu emprunter cet itinéraire pour simplement faire noter que Brazzaville a désormais une symbolique pluriculturelle, faite d'une sorte de biorhythmie entre la modernité et la traditionnalité. C'est la tour Nabemba. Comme Paris évoque la tour Eiffel, comme on ne peut parler de Washington sans que malicieusement et quasi instinctivement la statue de la liberté ne s'incorpore à la réflexion. Pékin suggère qu'on n'oublie pas la place Tiananmen. Camarade président, madame, distingués invités, il est heureux qu'en 7 ans anniversaire du salutaire mouvement du 5 février 1979, la tour Nabemba s'élève et protège Brazzaville comme pour les Carioca, le Christ veille sur Rio de Janeiro. Car, en tant que symbolique, elle offre l'avantage de véhiculer au niveau populaire la conscience du changement qui s'opère dans la construction de notre pays depuis que vous, camarade président, patiemment, méthodiquement, inlassablement, le cœur chaud et la tête froide, vous vous appliquez à redonner à ce peuple fier confiance et espoir. C'est tout le sens qu'il convient de donner à la manifestation de ce jour. Mais au fait, de quoi est faite cette symbolique? Et Pierre Graziani, qui cite Tablette d'un Congolais, journal d'un missionnaire écrit aux environs de 1980, note ceci dans Art et tradition du Congo. Je cite: les origines du Congo sont enveloppées d'un voile mystérieux et que jamais, sans doute, on ne pourra soulever complètement. Quiconque avait vu le Congo n'était plus un homme ordinaire. Fin de citation. Ouvrons ce cœur des ténèbres pour tenter de lever un morceau de voile sur le mont Nabemba, qui a donné son nom à notre tour. D'abord sur la réalité, puis sur le mythe. Sur la réalité, le mont Nabemba est situé sur les plateaux dits du nord-ouest de la République populaire du Congo, dans la Sangha occidentale, au sud-ouest de Swanki. Point culminant de la République populaire du Congo avec environ 1000 mètres, Pierre Venetier l'estime à 1100 mètres. La chaîne des monts Nabemba s'étend sur une longueur de 6 km et doit son nom à un chef coutumier qui a joué d'une très grande popularité dans la contrée. Son relief principal, constitué par des quartzites ferrugineux à la forme d'un fer à cheval ouvert vers l'est. Le gisement de Nabemba se trouve dans la province férifère du Haut-Ivindo, situé à cheval sur le Congo et sur le Gabon. Ce gisement constitue une des plus importantes réserves de minerais de fer au monde. Je ne sais pas s'il faut attribuer au hasard le fait qu'une réserve de mines solides donne son nom à une réalisation obtenue à partir de l'exploitation d'une mine liquide, mais en l'espèce, le fer et le pétrole
sont comme l'eau et la forêt qui constituent les deux pôles d'attraction du promeneur. Sur le mythe, ici, il nous suffit d'écouter les populations locales, dont voici la perception du mont Nabemba. C'est une montagne qui touche le ciel car son sommet disparaît dans les nuages. C'est la seule montagne qui produit des réflexions de lumière, des réverbérations, des bruits soudains et violents, des éclats. Des êtres étranges doivent l'habiter. Depuis sa base, elle comporte des constructions curieuses qui font penser à une œuvre humaine, entre autres des sortes d'entailles pour les alpinistes, mais jusqu'à une hauteur à ne pas dépasser, sinon le retour devient impossible. Il ne faut pas montrer du doigt le mont Nabemba où que l'on se trouve. Le geste déclencherait une pluie de plusieurs jours et de plusieurs nuits, comme celle qui se termina par le creusement du lac Manamengoy que surplombe le mont. Le plus grand devin de la zone de Garabidjan, le nommé Laura, avait fait les prédictions suivantes. Il arrivera deux moments importants après la guerre des odeurs entre blancs pour les populations. Le moment de la richesse à partir des arbres fruitiers, des cacaoyers pour les autres, mais à partir des puretés des sols pour les habitants de Garabidjan. Le moment du bonheur pour tous, avec l'exploitation par les Blancs des richesses insoupçonnables du mont Nabemba. Messieurs les investisseurs, il reste aux plus entreprenants d'entre vous d'aller à la rencontre des prédictions de ce grand devin qui avait vu cette richesse évaluée par la mission BRGM à Ouessou en 1964 et en 1965 à 24 millions de réserves géologiques, à 68,25% de fer, 1,55% de silice et 0,38% de phosphore. On ne peut trouver meilleur appel à une politique de diversification des investissements. Camarade président du comité central et madame, distingués invités, chers amis, est-il raisonnable qu'après avoir suivi la présentation de l'ouvrage par le président directeur général de la société Elf Congo, et après que votre humble serviteur ait tenté, s'appuyant cela sur quelques données sommaires disponibles, de présenter l'âme du même ouvrage que l'on trouve à redire? Je ne le pense pas. Et pourtant, je voudrais solliciter votre indulgence de devoir encore soumettre votre patience à rude épreuve, mais mon propos sera bref puisqu'il s'agit d'accomplir un devoir. En effet, comme président, comme dirigeant, je voudrais, en votre nom, rendre un hommage mérité au sens élevé de responsabilité des dirigeants de la société Elf Congo qui n'ont pas reculé devant les difficultés qui se sont présentées dans la situation économique internationale au lendemain de la décision prise dans un contexte financier moins contraignant de construire cette tour. Chacun sait qu'il n'y a pas de preuve plus redoutable pour une personne qui prend des engagements que la confrontation entre la promesse et le fait promis. Nous savons désormais que les dirigeants de la société Elf n'ont qu'une parole et cela est encourageant. Par ailleurs, quand président, j'étais en train de me demander si cette tour qui s'élève dans le ciel de l'Afrique n'était pas un fait reconstitutif de l'histoire de Brazzaville, histoire faite de mérite et de gloire. Brazzaville, capitale de l'AEF, Brazzaville, capitale de la France libre, méritait d'être distinguée d'une certaine manière. D'ailleurs, le gouvernement français l'a compris ainsi, je crois, lorsqu'il a pris la décision au nom de la France de doter Brazzaville d'une voie express de 7,5 km, dite la corniche de la conférence de Brazzaville. Il eût été étonnant que la France, qui n'a jamais eu des attitudes parricides quant à sa civilisation, en vint à avoir des intentions infanticides quant à son histoire propre. Enfin,
Après avoir consulté la liste des futurs occupants de ces lieux, quand même, Président, je trouve superflu leur recommander de maintenir à la tour d'Abemba toute sa vitalité, tout son éclat, afin qu'ici, à défaut d'occupants étranges, on retrouve au moins les réflexions de lumière, les réverbérations, comme au mont Nabemba dans la Sangre. Camarade Président, je voudrais très respectueusement vous inviter à couper le ruban symbolique, à dévoiler la plaque commémorative du présent événement et rendre ainsi disponibles ces lieux pour l'usage auquel il est destiné. Vive la coopération internationale, vive Elf Aquitaine, vive Elf Congo, vive le président Denis Sassou Nguesso. J'imagine qu'un président, avec émotion, que nous aurons l'occasion, une fois de plus, de célébrer une autre fête de ce genre qui conforte le processus de consolidation de notre économie. Je vous remercie. En fait, il s'agit d'un spécial, une émission spéciale sur le ministre Oxon Sikonga. Vous avez très bien. Je peux insister sur le superlatif. Et moi, je voudrais que vous fassiez un témoignage sur votre frère, sur votre ami. Dans quelles circonstances vous vous êtes connus? Disons que je ne peux pas être précis. Hein? C'est dans le mouvement de l'existence qu'on se connaît. Et c'est suffisant. Je ne vais pas toujours dire dans quelles circonstances on a connu telle ou telle personne. L'important, c'est qu'il y ait eu un contact qui a germé, qui a essaimé une amitié, et au-delà de l'amitié, des liens fraternels très forts, au point où le Ntikonga n'était pas pour moi un ministre, c'était mon grand frère. Et il me le rendait bien parce qu'il me désignait toujours par petit frère. C'est tout un programme et j'en parle là avec une pointe d'émotion parce que j'ai perdu là, pas un mentor, mais un guide, une référence, un modèle. J'étais un peu à son école pour ce qui est de la gestion de la chose publique, donc globalement, l'État, si vous voulez. De toutes les façons, vous êtes venu voir parce que dans 7 jours exactement, il y aura 30 ans que mon grand frère aura disparu. Le grand Sikonga est effectivement décédé un vendredi 22 décembre 1989 à 22h30. Je suis précis parce que j'étais présent. Coïncidence, hasard, figurez-vous qu'il est décédé le jour de mon anniversaire, parce que je suis né le 22 décembre. Et ce jour, on avait un conseil des ministres. J'ai annoncé ce fait mineur en plein conseil. Et quand je suis rentré chez moi, après le conseil, quelques temps après, son cadeau est arrivé à la maison. Ce jour, moi qui habituellement sortais le soir, allais voir mes parents à Wednesday, ce jour-là, figurez-vous, dès 18h, je suis en pyjama. 18h. Et c'est là que j'ai été averti de ce que mon grand frère était au CHU. Et ceux qui m'ont alerté
s'appelle Madame Ikobo Albertine, ça j'ai femme retraitée. Il s'appelait, je dis bien, Bukwa, un jeune architecte que le grand Kongo avait en amitié comme ça. Ils m'ont annoncé, disons, cette situation de thème dramatique. Ils m'ont dit, mais ton grand frère est en train de mourir au CH. J'étais au mine énergie, donc je gérais le secteur pétrolier. J'ai appelé aussitôt Elf, à l'époque, après Noir. Je lui ai préparé le ministère 20, le jet de la société, qui doit mener à Paris un ministre malade. Je vais au CHU, je trouve Yves, je vois mon frère allongé, rez-de-chaussée. Et donc, j'étais là, témoin impuissant, bien sûr, et mon grand frère en train de mourir devant moi. J'ai écouté ses propos tenus à l'endroit de sa femme. J'étais présent, on ne m'a pas raconté. Et puis, Madame Ikonga lui dit, mais pourquoi tu me donnes de m'occuper des enfants? Toi, tu vas aller où? C'est à cet instant précis que mon grand frère a rendu l'âme. J'ai posé la question à Yves, qui est d'un courage extraordinaire. Il dit, mais Yves, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais tonton, tu vois bien que papa est décédé. Il a eu 92 jours. Il est mort à 52 ans. Tout jeune. Vous me demandez pourtant un témoignage sur mon grand frère, mais c'est difficile parce qu'il a été un grand homme. Un grand homme, disons, au sens romain du terme. Il était un grand homme. Et je ne peux pas prétendre le connaître parce que qui peut prétendre connaître autrui? Nous percevons, nous sommes là pour ce qu'ils paraissent, pas pour ce qu'ils sont. Donc nous appréhendons le phénotype de l'être humain, pas le génotype. L'homme a ses pulsions, ses sensations, ses pressions. On ne peut pas dire qu'on connaît l'homme. D'ailleurs, si on regarde Socrate, qu'est-ce qu'il dit? Homme, connais-toi toi-même. C'est que l'homme ne se connaît pas lui-même. Plus tard, je crois que c'est Spinoza qui dira « Homme, deviens ce que tu es ». Là aussi, il rappelle que l'homme ne connaît pas tout son propre potentiel qu'il doit mettre en valeur. Homme, deviens ce que tu es. Donc, je ne sais pas qu'on prétende connaître, avoir connu mon grand frère, sauf sur un aspect, l'être social. L'homme généreux, l'humaniste, le serviteur de l'État au sens vrai du terme. Bref, il a été ce qu'on appelle un grand commis de l'État. Je ne peux pas vous dire de mémoire quelles sont les charges qui étaient les siennes. Mais si vous permettez, je vais le lire puisque c'est consigné dans un document.
Excusez-moi. Voilà. Mon grand frère a été... J'abrège parce que c'est tellement long. Il était préfet, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, directeur de l'administration générale, attaché de cabinet au secrétaire général de l'Union africaine, l'OUA à l'époque, directeur du personnel de l'OUA, ambassadeur du Congo en Égypte et au Liban, ministre de l'équipement chargé de l'agriculture, des eaux et forêts, ministre des Affaires étrangères, directeur de cabinet du président de la République, ambassadeur du Congo en France et en Grande-Bretagne, cumulative avec l'achat de représentants permanents du Congo auprès de l'UNESCO. Il rentre au pays directeur général de la Société nationale d'énergie, inspecteur général d'État et directeur central des marchés et contrats de l'État, directeur général, président d'Hydro-Congo, vice-président de la Chambre de commerce, président directeur général de la Société multinationale Air Afrique. Président d'honneur de Air Afrique, ministre à la présidence de la République chargée du contrôle d'État. Lorsqu'il a été élu président du secrétaire général d'Air Afrique, Prince Sassou m'a demandé d'aller le présenter au président Kérékou, ce président Kérékou, qui était président de la conférence des chefs d'État membres d'Air Afrique, qui est une présidence tournante. Et puis, au vieux Houphouët-Boigny, c'est le pays du siège. Donc, j'ai accompagné mon grand frère dans ces deux capitales. On a été reçus par le président Kérékou, j'étais arrivé. Et il nous propose de déjeuner avec lui ce jour-là. Et à peine rentré à l'hôtel, on nous rappelle. Il nous reçoit pour dire, non, je suis désolé, le vieux vous attend à Yamoussoukro. Donc notre repas n'a pas eu lieu. Et on a décollé de Cotonou pour Yamoussoukro, pas Abidjan. Et on était fiers puisqu'on avait notre corvette estampillée République populaire du Congo. Nous avons donc notre avion, nous sommes allés à Yamoussoukro. J'ai présenté au chef de l'État mon grand frère au président Houphouët-Boigny. C'était la Côte d'Ivoire, pays du siège de la multinationale. Voilà cet homme-là, et qui a fait attention à moi, qui m'a adopté comme son cadet. Je me souviens que lorsque j'ai quitté le cabinet chef de l'État en décembre 1985, quelqu'un lui a dit « Ah, le ministre Yoka a été remplacé ». Il dit « Non, le ministre Yoka, on ne le remplace pas, on lui succède ». Ça m'est revenu. Je vous ai présenté l'homme d'État que fut mon grand frère. Je voulais le citer pour que vous compreniez le sens qu'il donnait à la vie, à la société, le rôle qu'il donnait à l'homme. Je lis ses propos. C'est le penseur, le philosophe qui parle. Je veux que chacun puisse entrer partout sans nuire à autrui, sans prendre ce qui n'est pas à lui. Je veux que l'on n'entende plus jamais une personne à la porte de sa maison pour l'arrêter sans fondement. Je veux que tous entrent et sortent en riant partout. Je veux que tout le monde puisse parler, écouter, s'épanouir. Je n'ai jamais compris la lutte autrement
que comme un moyen d'en finir avec la lutte. Je veux vivre dans un monde où les êtres seront seulement humains, sans être obsédés par une règle, par un mot, par une étiquette. La stabilité d'une société humaine repose sur l'amour, l'amitié, le respect d'autrui. L'effort concerné de tous en vue d'un progrès harmonieux au service de la collectivité. Ainsi parlait Augustin Sikonga. Donc le vieux, il est mort jeune. J'ai pu me permettre de le dire aussi par la faute des hommes qui étaient conscients et responsables. Et pour moi, il faisait partie de cette race d'hommes d'État que j'ai connus, que j'ai fréquentés et que je nommais toujours par grand frère. C'est curieux. Il s'appelait Ndebeka Emmanuel, André Milongo, Nicolas Monjon. Je ne les désignais jamais autrement que par ce vocable-là, grand frère. Et ils nous ont quittés. D'autres sont encore parmi nous. Ils ont pour nom Edouard Babakas, Moudieno Masengo, Otie Mawanza, pour ne citer que ce que j'appelle l'école de Nancy. Ce sont mes frères, mes grands frères. Babakas, il ne m'a jamais dit autrement que par Leki. Il dit même pas grand frère, il dit Leki. C'était là toutes mes références. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que ces hommes-là, on ne pourra plus en fabriquer, en produire. Mais comment? Ceux qui sont partis, dont mon grand frère Augustin Sikonga, ont emporté avec eux leur savoir-faire, leur savoir transmettre. Et de ce fait, ils sont partis avec une partie de la substance de l'État congolais qu'ils connaissaient, dont c'est la matrice essentielle qui est l'intérêt général, qui est le fondement de l'État de droit. Ceux qui sont restés et qui sont avec nous, Babakas, Moudileno, Tsimawanza, ne sont plus en état de produire directement leurs compétences dans le fonctionnement quotidien de l'État congolais. Ils ont aimé dans la chair, la substance de notre État. Des jeunes notes qui nous ont laissé un squelette d'État dont l'efficacité peut être ramenée à celle d'un fusil sans cartouche ou qui tire avec des balles mouillées. C'est bon. C'est bon. Je crois que c'est suffisant. Merci, monsieur le ministre. Dieu ne nous a rendus égaux que par la mort, dit un proverbe arabe. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et nous vous disons à toutes et à tous merci pour votre fidélité à l'émission
Grand Angle, où que vous soyez dans le monde. Mesdames, Messieurs, ce soir, c'était l'hommage de l'émission Grand Angle à Maître Aimé Emmanuel Yoka. Pensée du jour. La mort ne surprend pas le sage. Il est toujours prêt à partir, a dit Jean de La Fontaine. Chers téléspectateurs, restons humbles car demain ne nous appartient pas. Au nom de toute l'équipe de Grand Angle, je vous dis une fois encore merci. Au revoir et à la semaine prochaine sur la même antenne, le même jour, à la même heure et toujours avec le même plaisir. D'ici là, mesdames, messieurs, portez-vous bien. Bonne soirée à tous et bonne suite de programme sur Télé Congo. Prenez bien soin de vous et des vôtres car chaque jour est une nouvelle vie. Quant à moi, mesdames, messieurs, pour ce soir, je vous dis ciao, ciao.